Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Crise à l'UNIKIN, Université nationale de Kinshasa, le campus est fermé. Enseignement supérieur universitaire, les frais académiques sont à la base d'une nouvelle crise avec les étudiants, dont l'actualité a mis encore plus en lumière les conditions d'études exécrables, mais aussi des conditions de vie déplorables, conditions de vie de l'élite de demain. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Sakono. On n'aurait pas pu éviter cette nouvelle crise ? Je pense qu'on pouvait éviter, mais il y a eu beaucoup d'incompréhension et puis il y a eu beaucoup de mauvaise foi qui ont fait que justement on en est arrivé là, mais on pouvait l'éviter. De mauvaise foi de la part de qui ? Des étudiants qui disent non, on ne veut pas payer plus, ou de ceux qui ont fixé... Non, je pense qu'il y a des gens, la plupart des étudiants ont compris qu'il n'y a pas eu hausse. Il n'y a pas eu hausse. Pourquoi ? Parce que j'ai ici les tableaux qui démontrent comment les frais académiques sont fixés par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas bougé. Je vous donne quelques exemples. Ce qu'on appelle le frais d'inscription. Monsieur Théophile Mbemba, ancien ministre en 2015, avait fixé ça à l'équivalent. C'était à l'époque 9300 francs congolais. C'était l'équivalent de $10. Mon prédécesseur, Steve Mbikaï, est arrivé en 2017. Il a fixé les mêmes montants $10. L'année dernière, il a fixé $10. Je suis arrivé, j'ai fixé à l'équivalent de $10. Aujourd'hui, c'est 16 470. Donc, ça n'a pas changé. Ça a beaucoup changé, monsieur le ministre. Hier, c'était $10, qui valait 9 300. Quand il arrive au ministère, Steve Bikaï laisse les $10, mais maintient le taux de 92. Donc, en francs congolais, parce que ces frais sont à payer en francs congolais, il faut le souligner. Aujourd'hui, ces $10 restent, certes, mais on n'est plus à 9 000, on est à 16 000 francs. Non, mais c'est Steve Bikaï a bien fixé. J'ai l'instruction académique signée par Steve Bikaï. Il a signé l'année dernière. Le frais d'inscription sont à 16 050 francs congolais. 16 000, il n'a pas fixé en dollars, c'était en francs congolais. Mais ce qui s'est passé, c'est là que vous avez raison, et c'est là l'origine du problème pour certains. Il leur a fait une remise en disant voilà, c'est 16 000, mais parce qu'il y avait une grogne au mois de janvier 2018 à l'UNIKIN, le ministre est descendu sur place, verbalement, il a dit voilà, je vous fais une remise, au lieu de payer 16 000, vous allez payer 9 200. C'est ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que la remise de Steve Bikaï, le ministre Thomas Louaka ne veut plus la faire. Ce n'est pas les ministres Thomas Louaka, c'est notre niveau de trésorerie, c'est les finances publiques. Vous savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a lancé une très grande réforme dans notre pays, la gratuité de l'enseignement primaire qui concerne des millions de jeunes Congolais. Donc cet effort que l'État a essayé de fournir pendant 2 ans, en suppléant ce qu'on appelle le manque à gagner, l'État est incapable de continuer à fournir cet effort. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà beaucoup d'arriérés. La conséquence du non-paiement des manques à gagner, la grève des enseignants. On ne veut plus que cette année, il y ait des grèves des enseignants. Nos enfants, nos étudiants ont droit à un enseignant. Vous cherchez 400 millions de dollars pour les enseignants que vous n'avez pas eu l'année dernière. Aujourd'hui, vous dites que les étudiants doivent payer. Non, comment ça on dit que les étudiants doivent payer ? Non, vous cherchez l'argent pour que l'État puisse remplir ses engagements de payer les enseignants. Là, on est dans l'enseignement supérieur et universitaire. Oui. Ces enseignants sont payés par ces frais de scolarité. Non. Les enseignants de l'enseignement supérieur universitaire, les professeurs, pour faire la différence, oui. Les professeurs sont payés par l'État. Aucun professeur n'a d'arriérés de salaire. L'État paye. Mais il est de pratique que chaque institution de l'enseignement supérieur donne une prime qu'ils appellent la prime locale aux enseignants pour les motiver. C'est une motivation interne. Et justement, tenant compte de tous ces paramètres, l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de suppléer à la remise que mon prédécesseur avait accordée. Et les étudiants, les enseignants, les comités de gestion, ils se sont mis autour d'une table et ensemble, ils ont fixé ce qui doit être payé cette année dans toutes les institutions.
Dans toutes les institutions, j'ai ici, par exemple, l'INILU, l'université de Lubumbashi, ils ont décidé que cette année, ils paieront 495 000. L'université de Kisangani, 357 000. L'UPN, 490 000. Donc, ils se sont en toute responsabilité mis ensemble et ils ont signé des PV. Tous ont signé. Le gouvernement, les enseignants et les étudiants se sont retrouvés autour d'une table et se sont convenus de cela. Non, il y a deux étapes. Il y a la première étape où, dans l'instruction 021, le ministre fixe c'est que tout étudiant congolais, du privé et du public, doit payer. Ça a été fixé. Mais il y a une deuxième partie où on demande, les niveaux de vie n'étant pas le même à Kinshasa et à Bwende, à Kisangani et à Lodja, ou à Mweneditu et à Lubumbashi, on a décidé, ça a toujours été comme ça, que chaque institution négocie en interne les frais supplémentaires qu'on appelle les frais connexes. L'État n'est pas impliqué dans ces processus. Donc c'est comme ça que, pour revenir au cas de l'UNIKI, ils se sont mis autour d'une table pendant 3 jours. Et le 19 décembre 2019, ils se sont mis d'accord autour des 490 000 francs congolais. Ils se sont tous mis d'accord. Tous, j'ai des PV. Mais aujourd'hui, les étudiants sont contre. Non, justement, c'est ça le problème. L'UNIKI, c'est combien d'étudiants? 30 000 étudiants. 30 000 étudiants. J'ai reçu la délégation coordination étudiantine de l'université de Kinshasa. Représentatif de tous les étudiants. Ils ont été élus. Donc c'est des gens qui ont été élus et qui ont été mandatés pour aller faire ce travail-là. Mais qui apparemment sont désapprouvés aujourd'hui par une base. Non. Il y a une frange. Il ne faut pas qu'on ait l'illusion que lorsque 500 étudiants se mobilisent sur 30 000, on dit que la grande majorité des étudiants ont compris. D'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire, l'université de Lubumbashi, ils se sont mis d'accord, ils respectent l'accord. À Kisangani, ils respectent l'accord. Mais cette minorité de blocage à l'université de Kinshasa a fait en sorte que vous 500 sur 30 000, ok? 29 500 étudiants n'ont pas manifesté, mais 29 500 étudiants sont aujourd'hui privés de cours à cause des 500 autres. Oui, pourquoi? Parce que ce qui s'est passé à l'UNIKI, on a appris qu'il y allait avoir des manifestations. Et on a expliqué, j'ai expliqué au Premier ministre la situation que le ministre que je suis, je n'ai pas augmenté les frais. Le Premier ministre est conscient de ça. Et puis, on a dit, ok, puisque la grande majorité, j'ai reçu dans ce bureau le 3 janvier, les comités de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, la coordination étudiantine et les personnels administratifs, je les ai reçus ici. On me dit qu'il va y avoir des manifestations. Quel est le problème? Il dit, Excellence, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous d'accord. Il y a une frange minoritaire qui veulent contester. Mais nous vous demandons de faire respecter notre accord. Les 500 sont identifiés? Non, ils ne sont pas identifiés, justement. Ils ne sont pas identifiés, mais on ne va pas identifier les étudiants parce qu'ils ont manifesté, c'est leur droit. Ils ont le droit de manifester. Aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont manifesté qu'on recherche. Aujourd'hui, on recherche ceux qui ont fait que la situation soit ce qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Mais justement, puisque le droit de manifester est constitutionnel, on a pris des dispositions pour l'encadrement au niveau de l'UNIKI. La police est bien déployée. J'en profite d'ailleurs pour féliciter le général Kassongo et la police en général pour la qualité du travail qu'ils ont abattu. Le lundi, tout s'est bien passé. Malheureusement, ils ont commencé en interne, parce que le phénomène de l'UNIKI, c'est quoi? Lorsqu'il y a 500 étudiants qui veulent manifester, il y a des badauds, des inciviques, parce qu'aujourd'hui, l'UNIKI, ce qu'on appelait la colline inspirée, c'était un endroit isolé. Lorsque Monseigneur Gillon est allé installer l'université là-bas, c'est pour l'isoler de toute la Aujourd'hui, c'est une vraie ville dans la ville. Exactement. L'UNIKI est cerné des quartiers populaires. Donc, les deux œuvrés, certains inciviques de ces quartiers viennent comme des mercenaires appuyer les manifestants. Ce qu'on a vu dans les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des étudiants? Non, c'était un peu mélangé. Je te donne un exemple. Le lundi, on a arrêté 12 manifestants qui vandalisaient. Sur les 12, il n'y avait que 5 étudiants. Les 7 n'étaient pas étudiants. Donc il y avait des étudiants qui se reconnaissaient dans ces actions? Oui. Et pour cette minorité, la majorité aujourd'hui n'a plus de cours. Non, mais juste... Pourquoi avoir suspendu? Voilà, justement, vous avez tout à fait raison de poser la question. Le lundi, je vous ai dit, la police a plus ou moins contrôlé la situation. On a eu 10 blessés, 7 graves et 3 légers chez les policiers. Avec les dégâts, la BCDC, la banque qui a été vandalisée, le bureau administratif, le bureau de l'association des professeurs. Vous savez très bien que on a tous été des étudiants. On a une déférence vis-à-vis du corps professionnel. Ce ne sont pas des étudiants qui vont aller casser les bureaux des professeurs. Donc, il y avait quand même des infiltrés. Donc, plus ou moins, ça s'est bien plus ou moins passé. Le mardi, le 7, c'est lorsqu'ils ont
tuer les policiers et que ça devenait très préoccupant. Laisser face à face les policiers armés avec une foule de manifestants, certainement l'un des policiers allait perdre son sang-froid. Il pouvait ouvrir une rafale et on allait déplorer 10, 20 morts. Ça allait prendre d'autres proportions. En toute responsabilité, je suis allé voir le Premier ministre, j'ai dit, il faut qu'on mette un terme à cette situation. Et comment? J'ai dit, voilà, il faut suspendre, ce n'est pas fermé, suspendre les cours. Et deuxième mesure que le Premier ministre a approuvée, il faut demander l'évacuation volontaire des hommes. Pourquoi les hommes? On s'est rendu compte, c'est les services de sécurité qui nous donnent les rapports, pendant les manifestations, les inciviques, certains sortaient avec des machettes Tramontina neuves, des hommes. On s'est dit non, ça c'est plus des étudiants, Donc, et les rapports de sécurité nous disaient qu'il n'y avait pas que des étudiants dans les hommes depuis des décennies. Il n'y avait pas que des étudiants. Alors pour nous permettre de reloger que les étudiants ayant droit, on a demandé d'évacuer. Et je ne sais pas, peut-être vous vous souvenez de cette affaire, il y a la dame là qui gérait le marché central de Kinshasa qui avait été assassinée il y a quelques années, son assassin avait été arrêté dans les homes de l'Unikin. Il habitait là-bas. Donc c'était devenu un repère aussi de voyous, des bandits. C'est comme ça qu'on a décidé. Donc aujourd'hui vous avez décidé de suspendre et d'évacuer les homes. La mesure va être suspendue quand? Non, on a suspendu juste pour retrouver la sérénité nécessaire. Aujourd'hui, on va évaluer. Aujourd'hui, la police dit, nous sommes seuls, nous attendons juste que... Aujourd'hui, le calme est revenu. On réouvre quand? On va faire une réunion d'évaluation avec les comités de gestion. C'est les premiers responsables de la gestion. Je vais faire une réunion avec l'association des professeurs, les comités de gestion, la coordination estudiantine, les scientifiques, les 5 catégories. Dans une semaine, dans 2 semaines, on réouvre quand? Je vous dis, je ne peux pas donner des dates. Laissez-moi le temps d'évaluer la situation avec les premiers responsables de cette université. Mais en tout cas, pour nous, les soucis, c'est que les cours reprennent le plus tôt possible. Vous avez dit que l'assassin de l'ancienne gérante du marché central avait été récupéré au home. Ça veut dire que vous saviez quel était l'état de ces homes. Nous venons, pour ceux qui ne savaient pas, de nous en rendre compte. Est-ce que vous allez réouvrir ces hommes bientôt et les remettre à disposition des étudiants dans l'état dans lequel ils sont? Non, monsieur Losakweno, soyons quand même humains. Vous avez vu dans quelles conditions on a découvert, on a tous été effarés de constater dans des conditions infrahumaines où nos étudiants étaient censés vivre. Le ministre n'était pas au courant de ces conditions? Non, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas, je fais pas de visites particulières au niveau des hommes de Kinshasa. Mais on a découvert tous, on a été scandalisés. Et le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres, m'a instruit que nous puissions lancer le plus rapidement possible les travaux de réhabilitation des hommes. Ça veut dire que ces hommes ne seront pas disponibles avant au moins 6 mois? C'est les entrepreneurs qui doivent fixer les délais, la durée des travaux, voir ce qu'il y a à faire et puis nous proposer un délai. Donc je ne peux pas m'avancer sur la durée des travaux. Combien de personnes vivaient dans ces homes qui sont faits, à mon avis, pour un étudiant par chambre? Non, on m'a dit à l'origine, lorsque l'Ovanium a commencé, c'était 2 étudiants par chambre. Mais on m'a dit la norme maintenant de l'Unikin, ils étaient montés à 4 étudiants. Mais maintenant, on en est arrivé à 6 à 8. Je pense que on va voir avec les travaux qui vont être réalisés, avec les comités de gestion, je pense que nous pouvons revenir entre 2 et 4 étudiants par salle. La capacité d'accueil, on me parle de 8000 étudiants qui peuvent être logés. Donc il y aura 8000, si de 4 ils étaient passés à 8, 8000 étudiants qui ne seront plus logés quand vous aurez réhabilité ces homes. Non, mais il n'y avait pas que des étudiants. Je ne sais pas dans quelle proportion, mais on a vu, on a découvert des choses. Les amis d'un ministre, membre du gouvernement, je peux le citer, Guy Mikulu, il a fini à l'Unikin il y a déjà plusieurs années. Certains de ses collègues sont encore là-bas, dans les homes. On a retrouvé, pour me faire rire, même j'ai un ami, un ancien collègue au Parlement, à Pachopanda, il m'a dit que son beau-frère, qui a fini des études depuis 2020, et 2000, ça fait 20 ans. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. C'est la faute à qui? À la police universitaire, au gouvernement? Je crois qu'il y a un problème de gestion. Il y a un problème de gestion à l'université. Parce que c'est une situation qui s'est dégradée au fur et à mesure et on a regardé. On ne pouvait pas continuer comme ça. Il faut quand même assainir. Nous sommes en train de former les cadres de demain. Il faut leur permettre d'apprendre dans un climat serein. Ces étudiants, on les a observés.
Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que l'université forme une élite? En fait, on a un problème aujourd'hui. Il y a une réelle crise au sein de notre université. Je vous donne juste un chiffre. Aucune université congolaise, aucune, n'est listée parmi les 200 meilleures universités d'Afrique. Quand on voit l'État, on comprend. On comprend. Ça veut dire qu'on a une crise. Est-ce qu'il faut désespérer? Non. Parce que depuis que je suis dans ce ministère, je parle avec beaucoup d'étudiants, je parle avec des professeurs. Et je suis réconforté de voir que parmi les étudiants, on en a encore des vrais étudiants. 500 sur 30 000? Dans la même proportion que... Non, un peu plus que ça. Il y a de vrais étudiants qui ont les niveaux nécessaires, qui sont réellement des étudiants. Mais on a une autre catégorie qui se passe. C'est quoi le problème? La loi dit ceci. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Pour aller à l'université, il faut avoir son diplôme d'État avec au moins 60%. Ça, c'est la condition, c'est ce que la loi dit. Mais la loi a laissé une ouverture. Parce qu'on veut donner la chance à tout le monde. On a dit, ceux qui ont moins de 60% peuvent passer un test. Un examen, oui. Un examen d'admission. Mais malheureusement, comme partout ailleurs dans notre pays, ce qui devait être le filtre pour voir celui qui n'a pas eu 60%, mais il a quand même les capacités nécessaires pour aller à l'université. Ça devient maintenant une source de revenus. Tout celui qui veut venir passer les tests, j'ai même l'impression que personne n'échoue à ces tests-là. Est-ce que réellement les tests se sont organisés? Je ne pense même pas. Donc on prend tout le monde, même ceux qui n'ont pas les niveaux intellectuels nécessaires pour aller à l'université. Ce qui fait aujourd'hui, et même il y a des gens qui n'ont pas, cette vocation à faire des études supérieures. Les chômages aidants, ils pensent que je peux aller passer mon temps à l'université. Donc, je pense que nous devons aussi revoir les conditions de recrutement dans nos universités. Il y a aussi un problème de pénurie des enseignants dans notre pays. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. De vocation, vu aussi la manière à laquelle ils sont traités. Exactement. En améliorant la condition des professeurs, ça va susciter automatiquement des vocations. C'est comme ça que ça marche. Et puis, il y a quand même des jeunes gens qui veulent devenir des professeurs, qui n'ont pas les moyens. Par exemple, je reçois beaucoup de demandes. Beaucoup de gens qui préparent des thèses, ils me disent, chef, moi je veux faire ma thèse, il me faut 5 ans. J'ai besoin de $5,000 pour les 5 ans. $5,000, je prépare ma thèse et puis voilà, je peux devenir demain professeur. Il faut que nous, au niveau du gouvernement, on ait les moyens d'accorder des bourses pour qu'ils préparent leur thèse ici ou à l'extérieur. Donc, en résumé, le niveau est là. Parce que les étudiants congolais qui quittent ici pour aller à l'étranger, ils se défendent très bien, ils préparent de très bonnes thèses. Par exemple, il y a, je crois que c'était l'année dernière, le premier prix, on appelle ça les prix... Le lauréat. Les lauréats du président russe. Comment il s'appelle encore? Poutine. Les prix Poutine à Moscou, l'année dernière, a été accordé à un étudiant congolais qui a présenté une très belle thèse. Qui venait du Congo, de l'UNIKIN d'ailleurs. A eu le premier prix, le prix Poutine à Moscou. Donc, voilà. Donc, l'espoir est là, la flamme est encore là, mais il faudrait maintenant permettre à ceux qui ont réellement vocation à faire des études supérieures à les faire dans de bonnes conditions. Donc nous devons assainir l'environnement et nous devons améliorer les conditions de vie et des enseignants et des étudiants. Et je pense que ça nous permettra justement de reprendre la place que l'Ovanium avait à l'époque dans le classement des universités en Afrique. Et non pas réformer la matière enseignée. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Puisque je suis arrivé, je suis un novice dans le secteur, si on peut dire, j'ai dit nous devons faire l'état des lieux. Le président a parlé des États généraux. Exactement, c'est dans cette idée-là, on va se mettre autour d'une table. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système d'enseignement? Est-ce que les programmes que nous enseignons est adapté? Est-ce que la façon que nous enseignons est adaptée? Je vous donne un exemple. On forme de plus en plus de médecins au Congo, mais aujourd'hui, vous le savez, je ne sais pas si c'est une pratique bantou, les étudiants au Congo ne font pas de pratiques sur des cadavres.
On me dit, il y a une infraction dans notre code pénal, mutilation des cadavres. C'est une infraction. On me demande de prendre un arrêté qui puisse autoriser les étudiants en médecine de faire des exercices sur des cadavres. Donc voilà, il y a des choses que nous devons améliorer, mais c'est pour ça qu'on va convoquer cette grande réunion, cette table ronde, les états généraux de l'enseignement. Tout le monde va parler, tout le monde va proposer des idées, on retiendra les meilleures idées pour pouvoir faire avancer notre système d'enseignement. Monsieur le ministre, nous sommes ici dans votre bureau. Je vois le poète Simaro Lutumba. Une signification ? Oui, une signification. Vous voyez les poètes Lutumba qui, avec une lampe tempête, qui nous montre le chemin. En fait, Lutumba donne quelques leçons aux politiciens. Parce que moi, je reste convaincu, si les politiciens congolais se comportaient sur le plan professionnel comme les musiciens congolais, nous allons bâtir une grande nation, la plus grande nation que l'Afrique noire n'a jamais. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Je vous donne quelques leçons que Lutumba nous donne sur ces tableaux. Là, il nous montre les chemins qu'il faut prendre. La première leçon, vous savez, et c'est un principe cardinal. Aucun musicien ne viole ces principes. Le recrutement dans les orchestres au Congo, comme partout ailleurs, mais en particulier au Congo, le recrutement dans un orchestre se fait uniquement sur base de compétences. Vous pouvez être l'ami du boss du Mopao ou de quoi, il ne vous prendra pas dans son orchestre. Premier critère. Premier critère, si vous n'êtes pas compétent, si vous ne savez pas jouer d'un instrument. Pourquoi nous, en politique, on ne peut pas adopter ces comportements? Deuxième leçon que Lutumba nous donne, un orchestre, c'est plusieurs instruments qui jouent. Le tam-tam, la batterie, ainsi de suite, guitare solo, guitare basse. Ils font un effort, c'est ça leur génie, arriver à faire jouer ces plusieurs instruments en harmonie. Comment nous, en politique, on n'arrive pas à jouer, à faire de la politique en harmonie? C'est toujours de la cacophonie. Troisième leçon que les musiciens nous donnent, savoir s'écouter. En effet, lorsqu'un orchestre des Congolais est en train de jouer, sans vous rendre compte, ils s'écoutent entre eux. Si vous prenez les casques là d'insonorisation, pendant ils sont en train de prester, vous leur mettez les casques, c'est-à-dire vous les empêchez de s'écouter, il n'y aura plus d'harmonie, chacun va jouer dans apprendre à s'écouter. Pourquoi nous, en politique, on ne sait pas s'écouter pour pouvoir faire de la politique en harmonie? Est-ce que vous, avant de prendre la décision de fermer l'université, vous avez écouté les autres? Justement, je vous ai dit, j'ai écouté le Premier ministre, j'ai écouté les services de sécurité, c'est les experts quand même dans les domaines, j'ai écouté la coordination estudiantine, j'ai écouté les comités de gestion, j'ai écouté tout le monde. Nous devons apprendre à écouter avant de décider. Ça nous permettra justement de mettre fin à la cacophonie qui commençait à régner à l'UNIKIN. Apparemment, tout le monde n'est pas de votre avis. Au gouvernement, un ministre s'est levé contre votre mesure. Oui, mais il faut dire aussi il y a un peu d'amateurisme et c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore qu'est-ce qu'est le principe de solidarité gouvernementale. Ça veut dire que lorsqu'un collègue est en train de mener une action, on n'a pas le droit de les critiquer en public, quitte à se rapprocher de lui pour avoir les plus amples éléments là-dessus. Solidarité même si on n'est pas d'accord? Non, justement, les débats se fait au niveau du Conseil des ministres et pas sur le plateau de Top Congo. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information.